Bonjour à tous, nous allons donc clôturer cette série de vidéos sur l'homme par l'étude de la diversité du genre. Genre, c'est-à-dire un groupe d'espèces, donc diversité du genre humain. Et donc dans cette vidéo, nous allons voir les différentes espèces humaines qui ont existé sur la planète. Vous êtes prêts? C'est parti! Nous avons vu dans les vidéos précédentes que dans la grande famille des homininés, on va mettre deux groupes. Le groupe des panines avec la famille des chimpanzés. Pan troglodytes, le bonobo, et Pan paniscus, le chimpanzé. Et la grande famille des hominines, c'est-à-dire les humains. Dans la famille des hominines, on va regrouper les australopithèques, les paranthropes et le genre Homo. Donc on met Homo sp pour le genre Homo, sp, espèce, toutes les espèces du genre Homo. Essayons donc de voir dans cette vidéo quels sont les caractères qui sont propres à la lignée humaine. On reprend rapidement les images de la vidéo précédente. Différence homme-singe, ça va être donc principalement la stature debout avec la bipédie installée. Et donc toutes les conséquences qui en découlent, à savoir la longueur des membres, le renforcement des mains ici chez chimpanzé et pas chez nous, la différence au niveau de la forme du crâne et au niveau des pieds, donc un autopode au niveau du membre postérieur qui est toujours préhensile chez le singe, alors que chez nous il est adapté à la marche avec une voûte plantaire qui permet donc le rebondissement du pied pour marcher. Alors il y a également, on ne l'a pas vu dans la vidéo précédente, mais un col du fémur qui est long, qui permet l'insertion dans le bassin. On a un fémur rectiligne, orienté vers l'intérieur, ça on en a parlé. Les genoux sont épais, l'os est plutôt spongieux à ce niveau-là pour amortir les chocs. Et il existe peu de différence entre le mâle et la femelle, alors que chez le chimpanzé, il en existe. Nous allons dans cette vidéo principalement travailler sur les caractères crâniens. Et donc pour cela, rien de mieux que de travailler sur des maquettes de crâne. Alors ici, il y en a un qui est réel, c'est celui-là. C'est un vrai crâne humain qu'on trouve dans les établissements scolaires qui sont très très vieux. Donc lui, il a donné son corps à la science, hein. Je ne l'ai pas tué. Il a un petit reste d'étiquette là, vous voyez. Il est très vieux celui-là. Donc là, nous avons un Homo sapiens actuel. Là, nous avons un Australopithèque, c'est Australopithecus boisei. Là, nous avons Homo erectus pekinensis, donc l'homme de synanthrope, et donc Homo sapiens actuel. Alors, première chose qui frappe quand on regarde les crânes vus de dessus, c'est que là, on voit la face de l'Australopithèque, alors qu'ici, les faces, on les voit quasiment pas. Et ça vient de l'insertion du crâne au niveau de la colonne vertébrale. On va donc regarder la position du trou occipital. Alors, je n'ai pas une vraie maquette à taille réelle, donc ici, c'est un moulage en plastique qui coûte pas très cher, enfin quand même une bonne centaine d'euros. Si je veux un original, hein, c'est-à-dire un moulage correspondant à un vrai fossile trouvé, il faut que j'aligne 500 € par pièce. J'ai pas les sous. Donc globalement, ici, ça a été percé pour qu'on puisse le mettre sur un support, mais la forme du trou occipital, elle est ici. D'accord? Donc ça aurait été normalement un petit peu plus large. Donc on a finalement la position du trou par rapport à la longueur du crâne vu de dessous. Ce trou occipital se trouve plutôt vers l'arrière du crâne et non pas au centre. Ce qui veut dire que si j'insère donc une colonne vertébrale ici, si je voulais le mettre bipède, donc je serais ici à la verticale, j'ai un problème de déséquilibre. Vous voyez bien que la majeure partie du crâne est située vers l'avant. Donc c'est pas du tout équilibré. La masse, elle est là. Donc le crâne va basculer. On en a parlé pour les chimpanzés. C'est pour ça qu'ils sont penchés vers l'avant, qu'ils marchent sur leurs bras, parce qu'ils ont cette masse vers l'avant. Donc on a ici, de par la position du trou occipital et de par l'importance de la face, une insertion vers l'arrière du crâne, permettant donc une marche soit sur les 4 membres, soit de temps en temps une bipédie, mais cette bipédie est forcée, demande un effort musculaire pour tenir la tête. Donc concernant l'Australopithèque, on va remarquer sur sa face l'importance des arcades zygomatiques, très puissantes, pour maintenir des muscles très épais. On a des bourrelets susorbitaires assez importants, et on a une mâchoire plutôt carrée. Nous avons ici sur cette image donc une mâchoire en U de chimpanzé, parfaitement carré, une mâchoire presque, alors on va dire souvent qu'elle est en V chez l'Australopithèque, et une mâchoire parabolique chez l'humain. Donc quand on veut comparer les crânes, il faut prendre des points de repère qui vont être les mêmes chez tous les crânes étudiés, à savoir qu'on va travailler sur la longueur du crâne, sur sa hauteur, on va travailler sur le rapport hauteur-longueur, on va travailler sur la valeur de l'angle facial,
qui va se mesurer ainsi. Alors on verra sur des photos sur Mesurim où est-ce qu'on met ces points pour mesurer l'angle facial. Et on va travailler donc sur la position du trou occipital. Alors, on a dit qu'il est un peu situé sur l'arrière. Si j'avais un crâne de chimpanzé à vous montrer, vous verriez que le trou est encore plus ici. Donc certains scientifiques disent que la position du trou occipital est une position intermédiaire puisqu'elle n'est ni complètement à l'arrière ni complètement au centre. On passe maintenant à Homo erectus. Donc comme on l'a dit, vous voyez, on voit déjà un peu moins sa face. Tout simplement parce que regardez, le trou occipital est déjà beaucoup plus à l'intérieur. Alors toujours pareil, hein, c'est pas ce petit trou là, c'est tout ça. En mettant les deux crânes à côté, on voit très bien par rapport à la longueur du crâne ici, Australopithèque et la Homo erectus, on voit très bien que la position du trou occipital est quand même beaucoup plus avancée vers le centre du crâne que pour l'Australopithèque. Donc ici, on devine très bien que le crâne peut rester en équilibre au-dessus de la colonne vertébrale puisqu'on aurait un équilibre des masses entre l'avant et l'arrière du crâne. Donc si on travaille sur la face d'Homo erectus, on a des bourrelets suborbitaires encore assez importants. Au niveau de la mâchoire, on commence à voir apparaître un arrondissement de l'arcade dentaire, donc on s'approche d'une arcade parabolique. Les arcades zygomatiques sont beaucoup moins importantes, signe qu'on a une musculature moins importante au niveau des joues. On va remarquer donc au niveau des dents que nous ne sommes pas du tout avec des dents très différenciées comme chez le chimpanzé. Et vous voyez que cette différenciation aussi n'existe pas vraiment chez l'Australopithèque. Donc une des caractéristiques par rapport au singe, c'est que les dents sont moins différenciées. On revient maintenant à notre Homo sapiens, et là vous voyez qu'on voit encore moins la face. Donc ici, position du trou occipital, donc là vu que c'est un vrai, on voit très bien. Donc on a bien un trou occipital bien centré, avec donc l'équilibre des masses entre l'arrière et l'avant du crâne, puisque ici la face a été réduite comme chez Homo erectus et nous avons un cerveau beaucoup plus développé, donc une masse plus importante, et on va donc avoir un équilibre qui va permettre donc de maintenir le crâne en stature verticale. Donc les arcades zygomatiques sont plus fines et vous voyez que les bourrelets suborbitaires ont disparu. Nous avons l'apparition nette du menton ici, qui n'existe pas encore bien nettement chez l'Homo erectus. Donc si on met deux crânes, Australopithèque et un Homo à côté, on voit très bien, très nettement, la différence de proportion au niveau du volume crânien et donc de l'encéphale et l'angle de la face. Ici, nous avons un angle facial qui est en moyenne de 50 à 75 degrés maxi. Ici, chez l'humain, nous avons un angle facial presque à la verticale. Hein, on tape dans les 80 voire 90 degrés. Donc pour procéder au comparatif des crânes, il va falloir prendre des points de repère. Nous allons travailler donc sur hauteur, longueur, angle facial. On va utiliser les mêmes points pour prendre les mesures. À savoir donc, les points de référence vont s'appeler B, P, Q, O, M, N. Me demandez pourquoi, c'est les scientifiques qui l'ont fait, ils ont décidé de les appeler comme ça. Ça, c'est une fiche technique de bac. Donc, le point O, ça va être le point le plus bas de l'orbite oculaire. Le point P, ça va être le point le plus haut du trou auditif. Ensuite, on va prendre M, le point le plus proéminent de l'os maxillaire supérieur entre les alvéoles des deux incisives supérieures centrales, donc ici. Ensuite, on va prendre N, c'est la rencontre de la suture des os nasaux et frontaux, c'est là. Ensuite, on va prendre B, le point de rencontre des sutures fronto-pariétales et sagittales, c'est-à-dire là. Vous voyez là, la suture en zigzag, ici. Et on va prendre Q, le point postérieur le plus proéminent de l'occipitus, c'est-à-dire celui-là. Ainsi, en traçant les droites OP, MN, on va pouvoir mesurer l'angle facial. On va se servir de BP pour avoir la hauteur du crâne. Et pour la longueur du crâne, on va prendre donc le segment NQ. Il n'est pas tracé ici, donc NQ pour la longueur du crâne. Bien sûr, sur les photos, il va falloir repérer la position et l'orientation du trou occipital. Donc mettre une petite barre et une flèche pour indiquer son orientation. Je suis donc ici sous Mesurim. J'ai affiché le profil gauche d'un Australopithèque boisei. Donc là, c'est un crâne qui a été réalisé à partir du moulage d'un vrai fossile. Donc on va voir les dimensions exactes. La première chose à faire est de créer l'échelle. Donc on fait Image, créer et modifier l'échelle. On nous propose plusieurs solutions, c'est à nous de la définir. On fait OK. Et donc on précise qu'on veut une longueur. Suite, on va préciser que notre échelle fait 5 cm puisque c'est ce qu'on a sur la photo. On va donc sélectionner notre segment repère sur la règle jaune.
Voilà, donc j'ai montré de 5 cm et les coordonnées sur l'image sont affichées. Donc pour mesurer ce trait, c'est l'échelle, il correspond à 5 cm. Je valide et maintenant on va donc pouvoir positionner les points repères sur le crâne et réaliser nos différentes mesures. Donc pour faire un point, on va utiliser l'outil stylo, on va augmenter. On ne va pas faire un point trop gros, on va choisir une couleur vert. Donc je vous rappelle que le point B, c'est le point de rencontre des sutures fronto-pariétales. Donc en fait ici on a la crête, donc le point le plus haut il est là. On va écrire à côté, hop, on clique, on va mettre B, ça marche, voilà, ok. Je fais pareil pour tous les autres points. Voilà, j'ai placé tous mes points. Maintenant, je vais dessiner la position du tronc occipital. Pour cela, je vais utiliser l'outil trait. Je vais changer de couleur. On va prendre du rouge, par exemple. Et donc, quand on regarde le fossile, on a le tronc occipital qui est plutôt orienté comme ça. On va maintenant faire nos mesures. Donc pour faire la mesure, on prend l'outil mesure, on va diminuer un peu la taille du trait, on vérifie bien qu'on est en mesure courante. Donc je relie BQ et en bas à droite de l'écran, on me dit 8,09 cm. Donc je note sur mon brouillon. Ensuite, je relie NQ et on me dit en bas à droite 15,4 cm. Voilà, j'ai mes longueurs. Maintenant, je vais mesurer l'angle facial. Donc pour faire l'angle facial, il faut lui signifier qu'on va mesurer un angle. On va donc tracer la droite OP et la droite MN. On nous dit que l'angle est de 74,22 degrés. J'ai ouvert Homo erectus. Je vais donc pouvoir faire vérifier mesure courante. Tac, la hauteur, on me dit 8,55. La longueur, 17,1. Maintenant, on va passer aux angles. Je trace donc la droite qui passe par les deux points. Celle-là, on me dit 71,62. Vous notez, hein. Même chose pour Homo sapiens. Hop, hauteur 11,7, longueur 18,3, angle 89,46 degrés. Pour ceux qui n'étaient pas convaincus, voici le crâne d'un orang-outan. On fait la mesure de l'angle facial. Hop, voilà. Hop, là, et on obtient 33,87 degrés. Nous venons donc d'utiliser Mesurim. Nous avons passé les différents crânes en revue. Donc rapidement, on synthétise tout ça dans un tableau. Hauteur, longueur, le rapport des deux, l'angle facial, sa valeur, la position du tronc occipital. Et donc, qu'est-ce qu'on constate? Qu'effectivement, chez les australopithèques, nous avons une position du tronc occipital qui est intermédiaire. Par rapport à quoi? Par rapport aux chimpanzés, où lui c'est en arrière. Donc là on a déjà une petite évolution dans ce sens. Si on regarde l'angle facial, 56-75 degrés, on est proche de celui du chimpanzé. Par contre, à partir du moment où on travaille sur Cro-Magnon, Néandertal, l'homme habile, l'homme debout, nous avons des positions du tronc occipital qui sont plutôt avancées. Alors pour Homo habilis, on n'est pas tous d'accord. Avancé, intermédiaire, c'est en débat actuellement. Tout va dépendre en fait des fossiles qu'on trouve. Parce que bien sûr, Homo habilis a vécu assez longtemps. Si on prend les premiers fossiles les plus vieux qu'on ait au tout début de la durée d'existence d'Homo habilis, on a plutôt des positions intermédiaires. Et si on prend les derniers fossiles de la lignée, on est plutôt en position avancée. Donc au final, la position avancée du trou occipital est caractéristique de la lignée Homo, Homo habilis, Homo erectus. Néandertal, c'est Homo neanderthalensis. Cro-Magnon, c'est un Homo sapiens. Donc on est ici dans de l'humain, position avancée du trou occipital. Au niveau des valeurs d'angle facial, vous voyez qu'effectivement nous avons des valeurs qui sont plutôt élevées par rapport à celles de l'australopithèque et du chimpanzé. Idem au niveau des rapports hauteur sur longueur. On a donc un rapport qui a légèrement tendance à augmenter, ce qui signifie donc en fait que la hauteur augmente. Et si la hauteur augmente, ça correspond donc à un accroissement du volume cérébral. On passe de 400 cm3 à 1400 cm3. C'est quand même énorme. On va donc essayer de se servir de ces données pour tracer une phylogénie. Nous allons passer sur phylogène. Donc pour tracer une phylogénie de la lignée humaine, on va prendre la collection sous phylogène des hominidés. Donc nous allons tracer une matrice. On prend le tableau, on va choisir tous les animaux de la collection. Bah oui, on est des animaux, hein. Ensuite, au niveau des caractères, donc on va choisir l'arcade dentaire, le bourrelet susorbitaire, le prognatisme et le trou occipital, c'est-à-dire les caractères sur lesquels on a travaillé. Et maintenant, on va remplir. On clique droit, on choisit U ou parabolique, on cède de la fiche que Phylogène nous donne. Donc, on choisit chimpanzé en U, ergaster
Parabolique. Néandertalensis, parabolique. Sapiens, parabolique. Habilis, parabolique. Africanus, parabolique. Allez, normalement, on devrait tout remplir, mais on va vérifier quand même. Hop, je vérifie. Ah bah oui, j'ai 24 erreurs. C'est normal, j'ai 24 cases de vide. Mais ça veut dire que celles-là sont bonnes. Je remplis les autres cases. Bourrelet suborbitaire. Développer. Développer. On vérifie. Et voilà. Et je me suis trompée pour Homo néandertalensis. Bah, vous pensez bien que je ne me suis pas trompée. Hein, je fais exprès pour vous montrer comment corriger. Voilà. Hop. Donc vous faites OK. Vous cliquez dessus et vous allez choisir de nouveau la bonne réponse. Donc c'est absent. On vérifie. Voilà, c'est tout bon. On fait le trou occipital. Donc là, le trou occipital. Sur la photographie, on vous met une petite flèche en rouge pour vous indiquer la position. Donc soit c'est la flèche de gauche, c'est à l'arrière, soit c'est celle du milieu, c'est intermédiaire, soit c'est celle de droite, c'est avancé. Donc ici, pour apharensis, on est en intermédiaire. Vérifie. OK. Maintenant, on va coder nos états. Polarise, il va donc falloir choisir le taxon extra-groupe, c'est-à-dire celui qui n'a que les caractères ancestraux les plus anciens. Bon, vous avez deviné, c'est le chimpanzé. Donc, en bas à gauche, taxon extra-groupe, on choisit le chimpanzé. Il va être représenté en blanc écrit en bleu. On fait colorer les états primitifs suivant l'extra-groupe, comme ça, tous les états primitifs sont colorés. Et ensuite, on va pouvoir colorer les états dérivés. On va choisir des couleurs. Donc, je vais garder le jaune pour le premier. Et on va surtout choisir dans le menu déroulant en bas, colorer de la même manière les états identiques. Tac, voilà. On change de couleur. On va prendre, je sais pas, moi, du rouge. OK. Tac. On change de couleur. On va essayer de prendre des couleurs bien différentes. On évite de prendre le bleu parce que ça a déjà été pris pour le primitif. Du vert. OK. Alors attention. Là, j'en ai deux. J'ai réduit et absent. Donc, on va mettre le réduit en vert foncé. Et on va mettre l'absent en vert clair. On appuie sur vérifier. Le codage semble correct. On va pouvoir maintenant organiser notre tableau. Et donc le caractère le plus ancestral, c'est celui pour lequel il reste qu'un seul animal qui possède cet ancien caractère, c'est-à-dire le trou occipital. Ça va être le chimpanzé, on va le descendre en bas. Ensuite, on va trier. Avancer, c'est évoluer. Intermédiaire, c'est un peu moins. Donc on va monter dans le tableau tous ceux qui ont le caractère évolué. Donc ici, on a en bas le caractère ancestral, le caractère intermédiaire et le caractère dérivé. Donc ensuite, le caractère pour lequel il existe le moins d'animaux qui possèdent le caractère ancestral, ça va être donc l'arcade dentaire. On a 3 animaux, donc on va mettre vers le haut ceux qui sont les plus évolués. Ensuite, on a le choix entre prognatisme et bourrelet suborbitaire. Alors on voit que le bourrelet suborbitaire, il n'y a qu'un seul animal qui ne l'a plus. Ça veut dire que c'est un caractère qui a été modifié il n'y a pas longtemps. Donc c'est le dernier. Hop, c'est prognatisme ici. Et on va donc remonter notre humain tout en haut pour le prognatisme. Et ici, c'est mélangé. Or, le prognatisme, le caractère le plus évolué, c'est l'absence de prognatisme. Donc, on remonte néandertalensis. Voilà. Donc, une fois le tableau organisé, je dis toujours qu'il faut avoir en fait un escalier avec les caractères primitifs. Là, vous êtes tranquille. Donc, on commence à voir se dessiner une phylogénie. On va pouvoir tracer l'arbre d'évolution. On est en mode édition. On va donc cliquer sur le nom de chacun des animaux. Voilà, on a toutes nos branches de dessiner. On va les relier, le petit bouton emballé. Attention, oui. Voilà, ils sont tous reliés. Maintenant, il faut créer les bifurcations. On va donc se servir du codage en couleur des caractères. Bon, allez, je commence par le bourrelet suborbitaire, et tout seul. Prognatisme. Tiens, allez. Les deux verts ensemble, les deux verts foncés ensemble, sauf que, on a dit, le prognatisme réduit apparaît avant le prognatisme absent. Donc, je devrais avoir en théorie, hop, ça, quelque chose comme ça. Ensuite, là devrait être ensemble. Il s'accroche un peu n'importe comment. Je prends l'arcade dentaire. L'arcade dentaire, j'ai Africanus qui est là. Donc ici, j'ai bien mon Homo sapiens qui est tout seul. Mon prognatisme. J'ai une évolution avec d'abord le réduit, puis l'absent. Il me reste toujours cela. Mon arcade dentaire. Bon, je suis partie d'une arcade en U et j'ai bien un groupe de paraboliques. Il me reste le trou occipital. Trou occipital, tiens. Allez, ceux-là, ils vont ensemble. Et là, j'ai 2 violets. Donc, les violets, il va falloir que je les mette là, ensemble. Et ils ne veulent pas s'accrocher. Voilà, phylogène et capricieux. Voilà. Donc, je vérifie. J'ai bien mon extra-groupe, le chimpanzé.
À partir d'un ancêtre commun, il y a eu une lignée avec trou occipital intermédiaire en violet. Et dans cette lignée, il y a eu évolution, apparition du trou occipital avancé. On vérifie l'arcade dentaire, c'est bon, j'ai bien tous mes paramètres avancés ensemble. Le prognatisme, j'ai d'abord eu du réduit puis de l'absent. Et enfin le susorbitaire. Maintenant, comment organiser tout ça? En général, on met à gauche le moins évolué, à droite le plus évolué. Donc là, j'ai Homo néanderthalensis et Homo sapiens à gauche, ça va pas. Je prends ma double flèche pivotée et je vais me mettre sur les nœuds et je les pivote. Et je rapproche les deux derniers Homo néanderthalensis et sapiens à droite. Je vérifie. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Maintenant, je vais dater mon arbre. Je fais donc dater ici. J'ai un arbre d'évolution qui apparaît, qui correspond à celui que j'ai dessiné. Et dessous, on me donne les dates des fossiles. Alors, Homo sapiens aurait vécu de moins 180 000 ans à l'actuel. Je prends donc le nœud ici, entre Homo néanderthalensis et sapiens. Je devrais l'amener à moins 180, bon, on va dire moins 0,2. Ça veut dire qu'il serait séparé de néanderthalensis il y a moins de 200 000 ans. En néanderthalensis, mais lui, il existe depuis moins de 230 000. Je fais comment? Vérifions avec les autres, là, j'ai un souci. Oh, ouais, c'est compliqué. Bah oui, parce qu'en fait, on ne peut rien faire. De toute façon, on aurait dû s'arrêter dès Homo sapiens et néanderthalensis. On voit qu'il y a un problème. On ne peut pas. Ils ne sont pas apparus d'après nos fossiles. D'après nos fossiles, ceux qu'on a, ils ne sont pas apparus en même temps. Donc, on ne peut pas, pour l'instant, tracer de phylogénie. Et donc, vous l'aurez compris, il est impossible actuellement de retracer une phylogénie de la lignée humaine. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'on a trouvé différents fossiles. On a pu déterminer pour chacun d'eux leur durée d'existence de l'espèce. Mais voilà, on est incapable de dire qui descend de qui. Tout ce qu'on peut faire, c'est placer des durées d'existence de différentes espèces sur l'axe des temps, le comparer avec la lignée des panines, voire des gorillinés, et même Pongo. Vous voyez que l'orang-outan est beaucoup plus ancien. Donc ici, on va parler d'un arbre d'évolution buissonnant. Comme un buisson va faire des branches partout, 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 là on a des branches partout, partout, partout. Mais on ne sait pas qui vient de qui. Comme quand vous regardez un buisson, vous êtes incapable de dire quelle branche a poussé à partir de quelle branche, à moins d'aller mettre votre nez dedans et de trouver les branchements. Or ici, on n'a trouvé aucun crâne qui permet de faire l'intermédiaire entre deux lignées. Donc pour l'instant, le fameux chaînon manquant, on le cherche toujours, et de toute façon, il n'y a pas un chaînon manquant, il y a plusieurs chaînons manquants. Et donc, parmi tous les humains, il y en a un qui a longtemps fait parler de lui, c'est l'homme de Néandertal. Aujourd'hui, on dit que l'homme de Néandertal est une espèce à part entière, mais moi, quand j'étais petite, j'ai appris que Néandertal était une sous-espèce d'Homo sapiens. Donc, je vous propose maintenant de travailler sur Néandertal au niveau moléculaire pour vous prouver que c'est effectivement une espèce à part entière, et on va repasser sous phylogène. Sous phylogène, on va aller chercher donc la collection hominidés comme tout à l'heure. On va travailler sur Homo néanderthalensis. On fait une étude moléculaire et on va chercher donc dans le fichier que votre professeur vous a créé le document qui s'appelle fragment ADN mitochondrial. On fait ouvrir et nous avons donc des séquences en bas qu'on va demander à phylogène d'analyser. On va sélectionner qui? On va sélectionner un Cro-Magnon, deux Cro-Magnons, un Africain, un Européen. On va prendre des Néandertals. Voilà un, en voilà deux, en voilà trois. On appuie sur matrice des distances et voilà, on nous affiche la matrice avec donc les distances, c'est-à-dire les pourcentages de différence. Et à partir de là, nous allons tracer l'arbre. Voici ce que ça nous donne. On va faire afficher le nombre de mutations par branche. Donc sous phylogène, on a étudié la matrice des identités de l'ADN mitochondrial, c'est-à-dire l'ADN des mitochondries, ces petites centrales énergétiques qu'on trouve dans le cytoplasme et qui, je vous le rappelle, au niveau de l'évolution correspondraient à des protéobactéries qui ont été englobées par endosymbiose par les cellules eucaryotes au tout début de l'évolution de la vie. Donc ces petites centrales énergétiques proviendraient d'une protéobactérie, ce qui veut dire qu'elles possèdent de l'ADN. Et donc effectivement, dans les mitochondries, on trouve de l'ADN circulaire, l'ADN des mitochondries. Alors pourquoi on étudie cet ADN mitochondrial? Parce qu'il est transmis de la mère à l'enfant. Je vous rappelle que pour obtenir un embryon, il faut un ovule, un spermatozoïde. Or dans le spermatozoïde, c'est tellement petit, il n'y a que des chromosomes. Par contre, l'ovule est une cellule qui possède donc elle, dans son cytoplasme, des mitochondries. Donc on peut retracer l'évolution d'une lignée animale
en suivant l'ADN mitochondrial qui est transmis de mère à enfant. Et on peut donc retrouver l'évolution des espèces en étudiant les différentes mutations de l'ADN mitochondrial. Donc sur cet arbre obtenu sur phylogène, on observe deux branches qui diffèrent par le nombre moyen de mutations. Et on a une branche pour Néandertal et on a une branche pour Homo sapiens. On résume, qu'est-ce qu'on constate? On constate que l'ADN mitochondrial des populations actuelles européennes est 100% identique à l'ADN mitochondrial de Cro-Magnon. Cro-Magnon, Africa, Europe, 000, 100% identique. L'ADN mitochondrial des populations européennes possède 3 à 4 mutations de différence avec Néandertal. On a mis le nombre de mutations par branche. Je vous rappelle qu'on a divisé le nombre par 2, on partage sur les branches. Donc si on additionne, on tombe aux alentours de 3 presque à 4. On constate de plus que l'ADN mitochondrial de l'Afrique est égal à l'ADN mitochondrial de l'Europe. Afrique, Europe, 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Cro-Magnon provenait d'Afrique. Puisque Cro-Magnon 100% égal à africain européen, donc tout le monde vient d'Afrique. Je vous rappelle qu'entre Cro-Magnon et Néandertal, il y a 3 ou 4 mutations de différence. Ça veut bien dire que Néandertal est une espèce à part entière. Or, problème, on trouve 4% de l'ADN nucléaire eurasien qui correspond à de l'ADN Néandertal. Donc là, on est passé dans l'ADN de nos noyaux. On retrouve de l'ADN de Néandertal, alors que nous sommes des Homo sapiens qui provenons d'Afrique. Et ces 4% d'ADN néandertalien n'existent pas dans l'ADN africain. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Néandertal était en Europe, que Sapiens est arrivé, et qu'il y a eu des croisements. Et on peut donc, grâce à la position des fossiles, reconstituer la répartition des Néandertaliens et des hommes de Cro-Magnon entre moins 40 et moins 30 000 ans. Tous les fossiles de Néandertal qu'on trouve sont situés en Europe de l'Ouest. On peut donc dire qu'il y a 40 000 ans, l'Europe de l'Ouest était occupée par les Néandertaliens, mais qu'Homo sapiens est monté d'Afrique, qu'il est arrivé certainement par la Turquie, alors on ne sait pas trop encore, mais globalement il est arrivé par l'Est. Progressivement, vu l'âge des fossiles qu'on a trouvés, on sait qu'il a progressivement colonisé l'Ouest. Pendant ce temps-là, Néandertal avait déjà commencé à montrer des signes de faiblesse, son territoire était plus morcelé, et à la fin, vers moins 30 000 ans, on n'a plus que quelques petits territoires de Néandertaliens où on trouve des fossiles âgés de 30 000 ans. Et par contre, on trouve des fossiles d'Homo sapiens partout. Ça veut dire donc que Homo sapiens est à l'origine de la disparition de Néandertal. Alors, des théories disent qu'il y a eu des guerres entre espèces, mais comme on a trouvé 4% d'ADN nucléaire chez nous provenant de Néandertal, on sait aussi qu'il y a eu des croisements. Donc, à savoir si Néandertal a disparu à cause des combats ou à cause d'une absorption génétique, ça pour l'instant, on n'est pas très sûr.